Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux pour ce webinaire qui porte sur le sujet du décret tertiaire et sur cette première déclaration qui aura lieu d'ici le 30 septembre 2022. Petite anecdote, ce webinaire intervient quasiment 2 ans jour pour jour après le premier webinaire de Citron sur le sujet. Donc, merci toujours de la confiance que vous nous accordez, tout du moins de la fidélité que vous avez pour ces webinaires. Très rapidement, pour les non-initiés, le format Zoom, le format de nos webinars, l'idée, ce serait que vous puissiez indiquer vos questions et réponses en bas de votre écran, dans la partie Q et R. Ça permettra à la fin de la réunion d'avoir l'ensemble des questions qui seront récoltées. Et d'autre part, vous avez également l'outil Converser si vous souhaitez échanger entre vous sur certains sujets. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Sachez que les réponses qui seront prises en considération seront uniquement celles comprises dans la petite partie ER. On est parti pour une session d'environ 45 minutes. Je compte environ une demi-heure de présentation et derrière un quart d'heure de questions-réponses. J'espère pouvoir répondre à la majorité des questions. Dans le cas où ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous aurez mon contact ainsi que le contact d'autres personnes de chez Citron à la fin du webinaire pour que vous puissiez avoir vos réponses à vos différentes questions. Pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Je suis Corentin Lefort et Energy Manager chez Citron depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, j'accompagne de par ce poste différents clients dans leurs réponses réglementaires au décret tertiaire, ainsi que sur d'autres sujets énergétiques assez divers, que ce soit du suivi énergétique, des achats d'énergie, de l'AMO ou de la réalisation d'audits. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Citron, c'est une jeune entreprise innovante qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière et nous sommes en forte croissance aujourd'hui avec 70 salariés pour environ 7 millions de chiffre d'affaires. Et afin de répondre aux demandes croissantes et aux besoins croissants de la part de nos clients, sachez que nous avons ouvert une 3e agence en janvier 2022, donc pour la partie conseil de Citron, pour accompagner toujours plus de clients dans leur réponse à leurs problématiques énergétiques. Sachez que nous développons des outils technologiques pour accompagner nos clients dans la définition d'une politique énergétique efficace qui se traduit principalement par 2 offres. Une partie technique avec la mise en place d'une plateforme de management de l'énergie. Donc, le principe de cette plateforme, c'est qu'elle puisse collecter automatiquement l'ensemble des données inhérentes à l'énergie d'une entreprise, donc d'un ou de plusieurs bâtiments, également dans le cadre de certaines collectivités, pour en digitaliser son management énergétique. Cette plateforme, elle est également Big Data et IoT. L'idée, c'est de pouvoir digitaliser un maximum un parc immobilier, pouvoir collecter différentes données, aussi bien sur des sondes de température, du sous-comptage, pour avoir l'analyse la plus fine possible dans les performances énergétiques du bâtiment ou du parc immobilier. La seconde offre de Citron, qui est très en lien avec la plateforme de suivi énergétique, c'est l'energy management. Donc, Citron est accompagné et composé plutôt d'une équipe de consultants tels que moi en tant qu'energy manager pour accompagner ses clients dans l'analyse énergétique de parcs immobiliers, pour réaliser des rapports d'énergie management, pour justement accompagner ses clients dans le cadre d'achat d'énergie. Sujet très important aujourd'hui quand on voit l'évolution du prix de l'énergie sur le marché, que ce soit de l'électricité ou du gaz. Donc, c'est un certain nombre de missions que nous réalisons. Bien évidemment, le sujet qui est très porteur en ce moment et sur lequel Citron est positionné depuis maintenant plus de 2 ans, c'est le décret tertiaire, donc pour accompagner que ce soit des collectivités ou des entreprises dans cette réponse réglementaire. Alors, très rapidement, pour vous parler de ce dont nous allons aborder, des sujets que nous allons aborder aujourd'hui, je vais refaire une passe assez rapidement, assez succincte sur le décret tertiaire, sur le planning du décret tertiaire, pour ensuite rentrer plus dans le détail des déclarations opérates, que ce soit la répartition des déclarations entre propriétaires, locataires. Pourquoi est-ce que Citron se positionne également en tant que consultant pour accompagner ses clients sur ce sujet-là? Et par la suite, pouvoir voir en détail les données qui sont nécessaires de collecter, vous donner également des informations sur les solutions, les différentes solutions qui existent pour collecter ces données qui sont nécessaires à cette première déclaration. Le décret tertiaire, comme vous le savez, c'est une obligation de résultat qui est de plus en plus contrainte.
Donc, il y a quelques années déjà, on nous a informé qu'il y aurait ce fameux décret tertiaire qui sortirait, qui vient soumettre tout bâtiment tertiaire, tout site tertiaire de plus de 1000 mètres carrés à réduire ses consommations énergétiques d'ici 2030, 2040 et 2050 avec différents objectifs. Donc, il y a deux types d'objectifs. Un objectif en valeur relative qui correspond à une réduction de 40% de ses consommations d'ici 2030 et un objectif en valeur absolue qui correspond à un bâtiment récent, bien exploité et performant, donc avec des équipements performants. L'objectif du décret tertiaire, c'est pour chacun des sites et même à la maille d'un parc immobilier, identifier quels sont les objectifs à atteindre pour répondre à cette nouvelle obligation. La seconde obligation, et c'est celle qui se rapproche le plus, car cette obligation a pour échéance le 30 septembre 2022, c'est une obligation de suivi annuel. Et donc, tous les ans, à partir de cette année, vous allez devoir déclarer vos consommations énergétiques de l'année précédente sur la plateforme web Opera. Donc, vous verrez, on a mis quelques illustrations de cette plateforme web pour vous familiariser avec son utilisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le décret tertiaire. Vous avez de nombreux webinaires qui retracent l'histoire de ce décret. Vous verrez également des évolutions par rapport à cette réglementation qui se précise de plus en plus. Et bien heureusement, car dans quelques mois, nous avons cette première date fatidique du 30 septembre. Pour commencer sur la plateforme Opera, quelques grandes échéances que vous connaissez peut-être. Et on commence dès aujourd'hui avec la plateforme Opera qui est disponible. Elle est opérationnelle et donc vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir faire sur la plateforme, ça va être la déclaration de tout type de compte, donc la création de vos comptes, la déclaration de vos structures, de vos établissements, de vos EFA, et ce, même jusqu'à la déclaration de vos consommations des années 2020 et 2021. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous amuser sur la plateforme, la découvrir, l'assimiler, car vous en avez pour quelques années. Donc, autant la prendre en main dès maintenant. La seconde échéance concerne le 1er avril 2022. À partir de cette date-là, vous allez pouvoir saisir vos données de référence, donc vos années de référence qui permettra de définir votre objectif, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative pour chacun de vos sites. Certaines dates que nous n'avons pas indiquées ici, mais qui auraient pu être ajoutées, eh bien, c'est tout simplement la sortie de nouveaux arrêtés, donc les arrêtés des valeurs absolues 2 et 3, qui sont encore en attente de publication. Pour information, les valeurs absolues sont définies par typologie d'activité, par catégorie d'activité et de sous-activité. Et donc, actuellement, nous avons déjà une liste qui a été définie qui permet de définir les objectifs de chacun de ces établissements, mais nous sommes encore dans l'attente de deux nouveaux arrêtés. Par exemple, le domaine de la santé n'est pas encore publié. Nous allons devoir prendre notre mal en patience, aussi bien pour vous que pour nous, pour pouvoir calculer les objectifs de l'ensemble du parc immobilier français. La troisième date à retenir, c'est le 1er juillet 2022. À partir du 1er juillet 2022, si vous déclarez vos consommations énergétiques, eh bien, vous allez pouvoir générer l'attestation annuelle. Donc, c'est la fameuse attestation que vous devrez publier, en tout cas installer publiquement au sein de chacun des bâtiments pour indiquer la performance actuelle de votre site. Le 1er juillet, c'est également la date des contrôles. Donc, c'est à ce moment-là que les agents de l'État pourront accéder à avoir une vision des différentes déclarations qui auront été réalisées. Enfin, dernière date connue à ce jour, c'est le 1er janvier 2023. Il y aura un interfaçage automatique avec des logiciels tierces de management de l'énergie, comme la plateforme Citron, qui permettra de communiquer automatiquement les données de consommation sur la plateforme Opera. Autrement dit, pour cette première année de 2022, avec cette échéance de septembre 2022, les déclarations devront être réalisées à la main, soit via la plateforme Opera, soit via un fichier CSV, donc c'est un fichier Excel, pour faciliter la déclaration sur des parcs importants. À partir de 2023, ça sera également les premières restitutions, les premiers benchmarks. Ça permettra tout simplement à pouvoir vous comparer à vos pairs et à d'autres sites dont l'activité est similaire à la vôtre, savoir si vous êtes performant, si vous ne l'êtes pas assez par rapport à la moyenne des Français aujourd'hui. L'ambition étant bien évidemment que l'ensemble du parc immobilier soit performant d'ici 2030, 2040 et 2050.
en fonction des différentes sorties, des différentes innovations technologiques et de la performance des équipements qui existera à ce moment-là. Donc, je vois qu'il y a de nombreux arrivants qui sont arrivés en cours de route. Pour simple information, vous avez deux onglets en bas de votre écran, un onglet Q&R et un onglet conversé. Le Q&R signifie questions et réponses. L'objectif étant tout simplement de pouvoir filtrer un maximum les questions qui vont être posées. Donc, à la fin de cette présentation, je ne m'intéresserai qu'aux questions qui apparaîtront dans cet onglet-là. L'onglet converser est présent plus pour que vous puissiez échanger entre vous sur différents sujets en espérant que ce soit un maximum sur le décret tertiaire. Donc, les questions, je les stocke, je vois qu'elles apparaissent, qu'il y a déjà un bon nombre. Donc, l'idée, c'est de vous présenter l'ensemble pour par la suite pouvoir répondre à vos questions si les questions n'ont pas été répondues au cours de la présentation. Les prochaines étapes, donc, ce sont les bonnes pratiques pour 2022. Et ces bonnes pratiques, elles ont démarré déjà pour certains d'entre vous en 2021 sur toute la préparation au décret tertiaire, savoir quels sont les sites qui sont assujettis, lesquels ne le sont pas, connaître l'historique de consommation qu'il est possible de collecter. Mais depuis le début 2022, eh bien, l'objectif, c'est réellement d'avoir un premier contact avec la plateforme Opera pour prendre connaissance des informations demandées, des données, qu'elles soient énergétiques, patrimoniales ou juridiques, qui seront demandées dans le cadre de cette déclaration. Début 2022, c'est également le moment où chacun des assujettis pourra lister ses structures soumises à cette réglementation. Une structure, c'est une entreprise, chacun de ses établissements et chacune de ses EFA. Alors, EFA, vous allez l'entendre un bon nombre de fois lors de cette présentation, c'est tout simplement des entités fonctionnelles assujetties. Par exemple, vous êtes locataire dans un bâtiment avec d'autres colocataires, et bien chacun des locataires sera considéré comme une EFA. 2022, c'est également l'objectif de se définir un objectif global quant au décret tertiaire, que ce soit par rapport à une stratégie de déclaration en fonction de chaque situation, et également pour savoir comment collecter les informations nécessaires, d'où le webinaire qui a lieu aujourd'hui. En fonction de cette stratégie, comme je vous l'expliquais, il y a une liste de données qui vont être à collecter. Et il faudra également définir un mode de transmission, donc soit IHM, donc directement l'humain avec la plateforme, ou autrement via le fichier Excel qui permet d'automatiser une partie de cette déclaration pour les grands parcs immobiliers. Le premier trimestre 2022, donc on est encore dedans, on peut imaginer que ça tire également sur le second semestre 2022. Eh bien, l'objectif, c'est tout simplement de collecter l'ensemble des données qui ont été identifiées, de déployer un outil qui permet de sauvegarder, que ce soit les justificatifs de déclaration, mais également un outil qui permet de collecter et de stocker et sauvegarder les données bâtimentaires en cas d'évolution future. Et également, cet outil pourrait vous permettre d'exporter les consommations de manière générale afin de pouvoir répondre à cette obligation de déclaration des consommations pour le 30 septembre 2022. Début 2022, c'est également le moment de calculer ces années de référence, donc savoir cette fameuse base qui permettra par la suite de définir les objectifs de chacun des sites, puis à la maille d'un parc immobilier. Et enfin, à nouveau, collecter les informations patrimoniales et administratives, que ce soit les vôtres ou celles de votre bailleur. Dans certains cas, on va le voir juste après. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour déclarer que ce soit les structures, les établissements, les EFA, les consommations et les indicateurs d'intensité d'usage. À nouveau, les indicateurs d'intensité d'usage, on en a déjà parlé lors de d'autres webinars. Si c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. C'est également quelque chose sur lequel on accompagne nos clients pour être prêts pour septembre 2022. Maintenant qu'on a fait une passe assez rapide, je le reconnais, sur le décret tertiaire et sur les prochaines échéances, eh bien, je vous propose de prendre 4 cas pratiques quant à la répartition des étapes et des données à collecter entre locataires, propriétaires et ce en quoi Citron peut vous accompagner sur ce sujet. Donc, les 4 cas qui vont être vus, le premier, ce sera le cas de la multi-occupation avec des compteurs individuels. Le second, le cas de la multi-occupation avec un PDL unique, donc une seule arrivée d'énergie. Puis le cas du locataire unique, comme quoi vous avez un bâtiment et vous êtes la seule entité fonctionnelle assujettie sur le site.
Et le dernier cas, qui est le plus simple, histoire de finir par quelque chose de plus doux, c'est le cas d'un propriétaire occupant. Alors, dans tous les cas, comme je l'expliquais, ces informations vous seront communiquées à la fin du webinaire. Vous aurez également un replay si vous avez besoin de les revoir. Ce que je vous présente ici, c'est une méthode de RACI. Donc, RACI, ça permet de savoir qui doit faire quoi dans un projet. Donc, ici, bien évidemment, nous venons vous parler du décret tertiaire. Ce que vous pouvez lire, c'est que les R correspondent au réalisateur, C consultant, A approbateur et I informé. L'intérêt de cette information, ça permet de savoir, en fonction de votre cas d'assujettissement, savoir si vous êtes occupant d'un site multilocataire avec des compteurs individuels, eh bien, vous n'aurez qu'à prendre cette information-là et puis voir point par point, pour chacune des étapes du décret tertiaire, qui doit faire quoi, en tout cas, qui est encouragé à faire quoi, que ce soit le locataire ou les locataires, le propriétaire. Quand je dis propriétaire, d'ailleurs, ça peut être aussi des syndics ou des PM. Et comment Citron peut vous accompagner. Alors, tout d'abord, je vais redéfinir le cas de la multi-occupation avec des compteurs individuels. Le cas de multi-occupation avec compteur individuel, c'est ce que nous avons dessiné sur la droite. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a 3 locataires indiqués en rose, en vert et en bleu. Chacun de ces locataires a un point de livraison unique qui alimente, qui alimente l'ensemble de son étage. Et donc, toutes ces consommations liées à un locataire vont être appelées des consommations individuelles. Lorsque nous sommes sur ce type de bâtiment, nous avons également des consommations communes. Ça peut être des halls d'entrée, ça peut être l'éclairage d'un parking, par exemple. Donc, toutes les données de consommation commune, en général, aujourd'hui, sont portées par le propriétaire. Et la dernière information, le dernier type de consommation qui est indiqué ici, c'est les consommations réparties. Les consommations réparties, ça va concerner, par exemple, le chauffage. Si vous avez un chauffage général sur l'ensemble du site, eh bien, nous sommes dans ce cas de figure de la consommation répartie pour l'ensemble des locataires. Comme vous le voyez, et ça sera le cas pour l'ensemble des cas qui vont être présentés aujourd'hui, pour tout bâtiment, le locataire, le propriétaire ont tous deux des responsabilités de déclaration ou à minima de collecte de données patrimoniales, juridiques ou énergétiques. Donc, je vais vous prendre un exemple et vous verrez que vous comprendrez au fur et à mesure de comment est-ce que cette matrice ça doit être lue. Par exemple, si nous prenons la collecte des données de surface du bâtiment ou des bâtiments, eh bien, l'objectif, c'est que le propriétaire puisse informer chacun de ses locataires de la surface occupée. En général, c'est une information qui est disponible grâce au bail justement du locataire. Mais parfois, il arrive que certains locataires se posent la question de savoir si l'ensemble du site est tertiaire ou bien même si l'ensemble de la surface tertiaire du site est supérieure à 1000 m². C'est une question qui nous revient souvent quant à savoir quelle est la relation que l'on doit avoir avec le propriétaire lorsque nous ne connaissons pas la surface totale du site ou tout du moins la surface tertiaire du site. Donc, ce que l'on observe ici et comment lire cette matrice, c'est que pour la collecte des données des surfaces des bâtiments, eh bien, le réalisateur, c'est le propriétaire. C'est au propriétaire d'informer son locataire qui, de son côté, va pouvoir approuver ou non les surfaces qui vont être déclarées. Les surfaces tertiaires occupées par le locataire, mais également occupées par les autres colocataires afin de savoir si le site tout entier est assujetti ou non. Ici, Citron peut être informé car c'est ce type d'information qui sera nécessaire dans le cadre de la déclaration des consommations des EFA, car pour rappel, les objectifs, c'est du kilowattheure par mètre carré, ce n'est pas une donnée de consommation brute, c'est toujours ramené à cet indicateur de performance énergétique qui est le kilowattheure par mètre carré. Donc, pour vous expliquer rapidement sur ce cas de la multi-occupation, ici, le propriétaire va avoir 2 rôles principaux qui sont très proches les uns des autres. Ça va être de la collecte des données, que ce soit des surfaces, mais également liées aux données juridiques ou aux IRVE, donc aux bornes de recharge de véhicules électriques qui peuvent être présentes sur site. Toutes ces données-là doivent être communiquées à l'ensemble des locataires et chacun des locataires, par la suite, pourra savoir si son périmètre est assujetti, collecter les données juridiques et administratives
de son entreprise sur cet établissement-là. Donc ici, on est déjà au point 3. Et au fur et à mesure, eh bien, vous avez la liste de l'ensemble des données qui doivent être récupérées. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une vision globale sur comment gérer les cas particuliers d'un site pour lequel vous ne savez pas qui déclare quoi et comment est-ce qu'il le déclare. Un dernier point là-dessus que l'on va retrouver également dans les autres cas présentés, ça va être la déclaration des consommations aussi bien des parties individuelles que des parties communes et également les consommations réparties. Comme je l'expliquais, la consommation individuelle, en général, enfin, dans ce cas-là, eh bien, ce sont des compteurs individuels et donc chacun des locataires connaît la consommation énergétique de la surface qu'il occupe. Par contre, vu que nous parlons d'entités fonctionnelles assujetties, il y a d'autres consommations qui sont allouées à ce locataire qui doivent être déclarées. Et ici, nous venons parler donc de ces fameuses consommations communes, donc des parties communes. Cette partie-là, c'est également le propriétaire qui va devoir les communiquer à son locataire, à savoir que dans certains cas, le propriétaire peut également faire appel à Citron, par exemple, pour collecter les données énergétiques. Et par la suite, c'est Citron qui pourra réaliser cette étape de répartition des consommations pour chacun des locataires. Et c'est également le cas pour les consommations réparties. Donc, à nouveau, je parle ici du chauffage ou de l'ECS qui est souvent mutualisé à l'ensemble du bâtiment. Dans quel cas, le propriétaire porte la charge de ses coûts énergétiques, qui peut faire appel à Citron pour connaître ses consommations et derrière répartir les consommations auprès de chacun de ses locataires. Par rapport aux déclarations des consommations, donc Citron peut tout réaliser et à chaque fois, vous verrez que soit le propriétaire, soit le locataire va pouvoir approuver ces consommations de par la répartition qui aura été réalisée. Le second cas d'assujettissement, c'est le cas de la multi-occupation avec PDL unique. Alors, j'en profite de faire une toute petite parenthèse. Ici, je vous ai pris les 4 cas les plus communs. Il se peut que le vôtre ne soit pas indiqué. L'idée, c'est de faire un webinaire assez condensé. Donc, c'est pour ça que je ne prie que ces 4 cas principaux. Le cas de la multi-occupation avec PDL unique, c'est le cas où nous avons un établissement avec uniquement un point de livraison qui alimente l'ensemble de son établissement. Donc, quand je parle d'établissement, je parle également de site. Et ici, vous allez pouvoir voir que sur cette partie-là, Citron peut réaliser l'ensemble de ces déclarations s'il est en contact avec le propriétaire et qu'il récupère les dépenses énergétiques du bâtiment. Et à chaque fois, le locataire sera approbateur sur ces sujets-là pour justifier comme quoi la répartition a bien été réalisée, car la répartition a été faite par rapport aux données surfaciques, par exemple, présentes sur le bail. Le cas du locataire unique, eh bien, on se retrouve sur un cas similaire à celui qu'on a vu auparavant. À titre informatif, à droite, nous avons indiqué plusieurs compteurs d'énergie. Il se peut qu'il n'y en ait qu'un également. Ici, à nouveau, ce sera le locataire qui aura la majorité des déclarations à faire, toujours avec un œil d'informateur, voire de consulting du propriétaire et de Citron. Donc également, on retrouve toutes les mêmes étapes du décret tertiaire, que ce soit la collecte des données énergétiques, bâtimentaires, juridiques, administratives, pour les établissements et les EFA. Et le dernier cas, c'est le cas du propriétaire occupant. Ici, nous n'avons donc plus de locataires. Ce sera au propriétaire de réaliser la majorité des collectes d'informations et à nouveau, Citron qui pourra réaliser cette déclaration de par l'accompagnement qui est proposé. Donc, je suis passé très vite sur ces cas car je vois que l'heure tourne. Je pense que nous allons déborder un petit peu. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir une vision macro de l'ensemble de ce qui doit être fait pour le 30 septembre 2022. Donc, le cas du propriétaire occupant, vous avez compris, le propriétaire doit déclarer toutes les consommations et créer toutes les EFA plutôt, pour son établissement. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la collecte des différentes données. Ce que nous préconisons, en tout cas, c'est des bonnes pratiques que nous avons mis en place depuis maintenant quelques temps. Le premier point, c'est la réalisation de webinaires de sensibilisation à destination des bailleurs.
D'ailleurs, vous pourrez également leur envoyer le replay de celui-ci. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un accompagnement auprès des bailleurs, car l'ensemble des bailleurs ne sont pas au courant de cette nouvelle réglementation. Et c'est pourquoi parfois il est difficile de collecter certaines données qui sont nécessaires à cette déclaration. La seconde étape, en cas de webinaire qui ne permettent pas de récupérer l'ensemble des informations, nous pouvons également proposer un workflow de mail avec un questionnaire. Donc, l'idée, c'est de définir un questionnaire qui répond à vos besoins pour collecter les données nécessaires à votre déclaration, que ce soit des numéros de SIRET, des surfaces totales d'un site en cas de multi-occupation, etc. Autre possibilité également, préparer un argumentaire téléphonique. Donc, c'est tout simplement une liste de tous les arguments que vous pouvez avoir pour votre bailleur lorsque vous serez au téléphone avec lui pour récupérer ces données-là. Et la dernière solution, c'est une lettre avec accusé de réception. L'idée, c'est de vous protéger en tant que locataire si vous ne pouvez pas collecter certaines informations de par le fait que le propriétaire, le bailleur, ne réponde pas à vos sollicitations. Donc ça, ce sont les grandes méthodes pour collecter les différentes données. Si vous attendez déjà très bien avec votre bailleur, eh bien, tout ça n'est plus un souci. C'est simplement que parfois, voilà, ce n'est pas toujours facile de récupérer certaines informations. Même les bailleurs n'ont pas toujours toutes les informations nécessaires. Et donc, il est toujours important de pouvoir récupérer ces données. Un petit cas particulier, car c'est une question qui nous est posée très régulièrement, eh bien, c'est la question du déménagement ou la question d'un site qui est en cours de création et par conséquent qui n'aura pas une année pleine d'exploitation à déclarer pour septembre 2022. Il faut savoir que si le déménagement a eu lieu après le 30 septembre 2021, vous n'aurez pas une année pleine d'exploitation de consommation. Et donc, vous n'aurez pas à déclarer vos consommations pour les années en 2022. Vous n'aurez pas à déclarer vos consommations de 2021. Autre information, car c'est une question qui nous revient également beaucoup, un nouveau locataire ne peut pas déclarer les consommations du ou des locataires précédents. Donc, si vous arrivez dans un site, je ne sais pas, au 1er janvier 2022, vous savez qu'il y avait un locataire auparavant jusqu'au 31 décembre, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer les consommations de l'ancien locataire pour les déclarer. Dans ce cas-là, on est dans le cas qui est indiqué juste en dessous, comme quoi vous n'avez pas besoin de déclarer vos consommations car vous n'avez pas une année pleine d'exploitation sur cet établissement. Je vois que les questions continuent à arriver. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes. Donc, n'hésitez pas, vous aurez mes contacts. Enfin, mon contact, c'est le contact d'un de mes collègues par la suite. On va rentrer un peu plus encore dans le vif du sujet par rapport aux informations qui sont requises. Tout d'abord, pour la création des comptes utilisateurs et des structures. Cette liste est non exhaustive, mais ce sont le type d'informations qui ne sont pas toujours à connaissance des locataires ni des bailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on les a indiquées en priorité, car ce sont celles qui vous sont nécessaires absolument pour pouvoir créer votre structure. Donc, premièrement, la déclaration d'une structure et de ses établissements, soit par intervention humaine, soit par le fameux fichier CSV. Vous verrez que pour l'ensemble de la création, que ce soit des comptes, des établissements, des EFA ou la déclaration des consommations, tout aujourd'hui peut être fait sur la plateforme Opera ou via ce CSV. Donc, le CSV qui est quand même à privilégier dans le cadre de parcs immobiliers assez importants. Pour la création des comptes utilisateurs, ce dont vous avez besoin, c'est le numéro de SIREN et de SIRET de la structure assujettie, l'adresse de la structure, bien évidemment, ainsi que sa nature. Savoir si vous êtes une entreprise, une association, un particulier, il faut indiquer l'ensemble de ces informations. Une fois que vous avez créé ce compte utilisateur et donc cette structure, vous allez pouvoir déclarer votre ou vos EFA, donc entités fonctionnelles assujetties, à nouveau via la plateforme ou par CSV. Ici, les informations que vous allez devoir collecter, c'est tout d'abord le cadre de reporting correspondant. Donc, on vient parler du cadre d'assujettissement, savoir si vous êtes mono-occupant, si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, multilocataire. C'est ce type d'information qu'il faudra récupérer pour chacun de vos EFA, donc chacun de vos sites assujettis, ainsi que la date de début de déclaration. Comme je vous l'expliquais, si vous prenez lieu dans un bâtiment au 1er février 2021, eh bien, la première année pleine d'exploitation, ça sera du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Et donc, vous êtes en capacité de déclarer cette année, qui n'est pas une année civile,
mais qui est une année pleine d'exploitation. Vous allez devoir communiquer des informations sur le FA, le type, le libellé, l'identifiant, des informations du propriétaire, de l'occupant et du syndic si existant. Et donc ici, on vient parler justement du numéro de SIRET du propriétaire, le numéro de lot également qui peut être intéressant, car par la suite, vous allez devoir renseigner un IUB, c'est l'identifiant unique bâtimentaire qui correspond au numéro de la parcelle cadastrale, du préfixe, de la section, de la dénomination et du numéro de lot. Donc, c'est un numéro qui sera unique et vous le verrez, en cas de changement de locataire, c'est un numéro qui restera dans la durée pour pouvoir toujours avoir cet identifiant qui est gardé. Avant de parler des déclarations des consommations, je vous ai indiqué quelques screens, quelques images de la plateforme Opera. Donc, lorsque vous allez créer votre compte, eh bien, tout d'abord, vous allez pouvoir indiquer si vous voulez créer un compte d'accès à la plateforme Opera en tant que structure assujettie ou en tant que prestataire mandaté. Donc, si vous souhaitez externaliser en partie le décret tertiaire, pour rappel, tout ne peut pas l'être. Comme vous l'avez vu, beaucoup d'informations doivent être collectées auprès du locataire ou en tout cas de l'assujetti. Vous pouvez directement télécharger le mandat Opera sur la plateforme. Donc, une fois que vous avez créé votre compte avec les informations que nous vous avons indiquées au-dessus, vous allez pouvoir indiquer votre structure, les établissements d'appartenance, votre profil utilisateur, savoir si vous êtes référent, si vous êtes simplement ici à titre de lecteur, si vous êtes le représentant légal, jusqu'à la confirmation de votre structure pour pouvoir derrière déclarer vos EFA. Donc, une fois que vous avez créé votre structure, eh bien, vous allez avoir nombre d'informations qui vont apparaître en haut, telles que la structure, bien évidemment, les EFA, les consommations. Donc, ici, pour récupérer l'IUB, donc l'identifiant unique bâtimentaire, c'est une donnée qui n'est pas forcément naturelle à avoir. Il faut la parcelle cadastrale, il faut la section, le numéro de parcelle, la dénomination du bâtiment, le numéro de lot. Donc là-dessus, il y a Géoportail, qui est un site internet qui permet de collecter automatiquement cet IUB. Alors quand je dis automatiquement, il y a quand même une action humaine. Il faut aller chercher sur Géoportail sa parcelle en fonction de son adresse pour avoir l'ensemble des informations. Simplement le numéro de lot, vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre bailleur pour le collecter. Cette partie-là, Citron est en train de l'automatiser. Donc, on fait de la R&D dessus pour pouvoir collecter l'ensemble de ces informations pour automatiser ce calcul de cette définition de l'IUB, car actuellement, ça peut être très chronophage pour chacun des sites soumis. Par exemple, c'est un simple exemple, vous le verrez mieux par la suite, mais en bas, vous avez l'identifiant unique bâtimentaire. Donc, nous retrouvons le code d'INSEE avec le préfixe, la section, le numéro de parcelle, la dénomination du bâtiment ainsi que le numéro de lot. Et donc, ça, c'est réalisé grâce aux informations qu'il y a au-dessus. Lorsque vous déclarez une EFA, eh bien, vous allez déclarer par site. Et une fois que vous aurez déclaré ces EFA par site, vous allez pouvoir définir les activités qui sont présentes et les sous-activités. Par exemple, ici, nous sommes sur un bâtiment de bureau qui est situé en région parisienne, sans prendre d'exemple. Nous avons deux sous-catégories d'activités, une part de bureau standard pour 60 mètres carrés et une part de flex office de 400 mètres carrés. Et c'est grâce à ça que sera défini les objectifs de par la valeur absolue qui est définie en fonction de la sous-catégorie d'activité et des objectifs qui sont modulés par rapport à cette sous-catégorie. Et une fois que vous aurez ça, vous pourrez déclarer les consommations énergétiques, les ajustements climatiques qui se feront naturellement et le volume de l'activité qui sera déclaré par l'obligé. Par rapport aux consommations, de la même manière, ça peut être réalisé par une activité humaine ou par CSV. Les informations requises sont bien plus nombreuses, tout simplement car il y a différents types d'énergie. Vous pouvez être chauffé ou vous pouvez avoir de l'électricité, du gaz, du fuel, du bois, du gaz propane, du gaz butane, des stocks. Vous pouvez avoir plein d'énergies différentes qui doivent être déclarées, car toute consommation énergétique présente sur le site doit être déclarée. Et donc, les informations requises, on va y retrouver l'identifiant de l'EFA concerné, la catégorie d'activité et de sous-activité, la superficie pour chacune de ces catégories, à nouveau date de début et de fin de déclaration, les consommations qui peuvent être imputables à l'EFA, donc les distinctions des parties privatives, réparties et communes, et également les différentes surfaces, qu'elles soient chauffées ou refroidies,
que ce soit pour du confort ou pour du process. Aujourd'hui, nous faisons la distinction entre le froid pour pour la logistique, ou du froid commercial, ou du froid pour le confort, donc la climatisation que nous avons dans beaucoup de bureaux, en tout cas de plus en plus de bureaux du fait des températures qui ne cessent d'augmenter. Et vous devrez également indiquer donc, des indicateurs d'intensité d'usage. En tout cas, c'est ce qu'il est possible de faire directement depuis le CSV. Ici, les deux exemples qui sont pris concernent des établissements de bureaux et nous allons y retrouver l'amplitude horaire et le taux d'occupation. Pour rappel, ces indicateurs d'intensité d'usage vont dépendre de la activité et par conséquent, différents indicateurs vont devoir être suivis dans la durée pour pouvoir réaliser ces déclarations de consommation. Rapidement, je vous montre comment ça se traduit sur la plateforme Opera. Eh bien, lorsque vous avez défini votre entité fonctionnelle et votre activité, vous allez pouvoir déclarer vos consommations d'énergie, donc la consommation d'électricité, de gaz naturel et toute autre énergie qui peut être présente. Et à côté de ça, comme on l'a vu auparavant, vous allez pouvoir déclarer vos consommations individuelles, vos consommations réparties et vos consommations des espaces communs. Une partie qui peut être d'ores et déjà à la connaissance du locataire, mais également des consommations qui doivent être communiquées par le propriétaire dans le cadre des consommations réparties ou des consommations des espaces communs. On arrive sur la fin, je vais pouvoir prendre vos questions. Je vois qu'on est bientôt à 100 questions qui ont été posées en une demi-heure de présentation. Donc, bien évidemment, je ne pourrai pas toutes les prendre, mais je vais essayer de prendre les plus pertinentes pour l'ensemble, en tout cas, d'entre vous, même si toute question est pertinente. Donc, une fois que je vous ai présenté ça, l'intérêt, c'est de vous montrer à quel point cette déclaration, surtout lors de la première année, peut être chronophage et à faible valeur ajoutée. D'une part, car il y a beaucoup de données à collecter, et d'autre part, car cela va se répéter tous les ans, de par la déclaration des consommations et des indicateurs d'intensité d'usage. Également, dans le cas où un site déménage ou un nouveau site se crée, eh bien, il faudra recommencer cette démarche. Dans le cas d'un déménagement, il est nécessaire de faire un état des lieux décret tertiaire du site avec son bailleur et avec l'ancien occupant si possible, pour pouvoir tout simplement rattacher la nouvelle entité fonctionnelle assujettie au fameux IUB, donc l'identifiant unique bâtimentaire, pour expliquer que les consommations de cette nouvelle entité fonctionnelle assujettie, eh bien, ça prend la suite des déclarations qui ont été faites avant. Donc, si l'activité a changé, ça sera pris en considération, etc., etc. Mais il y a vraiment ce travail à réaliser d'échange entre le nouveau locataire, le propriétaire actuel et l'ancien occupant. Avant de prendre vos questions, je sais qu'on allait très vite aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations, mais également vous avez un centre de ressources qui est disponible sur notre plateforme, sur notre site internet, donc citron.io. Vous allez pouvoir y retrouver le livre blanc, donc le guide complet du décret tertiaire qui a été mis à jour en janvier 2022 avec les nouvelles informations qui nous ont été communiquées. Une checklist également pour savoir comment bien démarrer sa démarche décret tertiaire. Vous pourrez vous l'afficher et cocher chacune des petites étapes qui ont été réalisées. Et enfin, l'infographie qui reprend l'ensemble du décret tertiaire, les grandes étapes, comment y répondre, que ce soit d'ici septembre 2022, mais également dans le futur pour répondre aux ambitions de réduction de consommation et aux objectifs qui vous ont été fixés. Vous avez également une FAQ. Donc sur le site de Citron, une FAQ la plus exhaustive possible. On essaye de reprendre les questions qui nous ont été posées au fur et à mesure des webinars pour pouvoir rendre publiques ces réponses plutôt que de réaliser toujours des échanges de mails. Donc, par exemple, quelles sont les modalités de publication, d'affichage, de suivi des consommations. Enfin, voilà, vous avez un bon nombre de questions qui ont été posées et que vous pourrez retrouver dans cette foire à questions. Et enfin, la newsletter, les newsletters d'ailleurs et les webinars. Si vous êtes là, je suppose que c'est que vous avez déjà eu part de cette communication. Autrement, n'hésitez pas à vous intéresser à ce que nous publions. L'idée, c'est vraiment de vous tenir informé lorsqu'il y a une nouvelle sortie réglementaire, que ce soit des arrêtés des valeurs absolues, que ce soit des modifications dans le décret pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, j'ai pris un peu de retard. Je vais prendre un quart d'heure pour pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je vois également qu'il y a une centaine de messages non conversés.
Pour rappel, cette partie-là, je ne vais pas la traiter aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà posé une question qui peut être un petit peu longue dans cet outil conversé, copiez-le, envoyez-nous-le par mail, soit à Nathan, soit à moi-même, et on prendra le temps de vous y répondre. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, je vais essayer de répondre aux questions qui englobent le plus de personnes possible. Donc, ne le prenez pas mal si je ne réponds pas à toutes vos questions. C'est simplement pour que l'ensemble des personnes puissent être concernées. Bonjour, réalisez-vous une STD à chaque fois? Alors, la simulation thermique dynamique, c'est dans le cadre des audits énergétiques. Alors, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une simulation thermique sur l'ensemble de votre parc immobilier. Même dans le cadre du décret tertiaire, si vous avez les compétences pour mettre en place des actions et atteindre les objectifs, eh bien, aucun audit n'est nécessaire. L'audit, c'est réellement un outil très puissant, c'est sûr, pour savoir quelles sont les actions à mettre en place, comment les prioriser. On ne réalise pas à chaque fois des simulations thermiques dynamiques pour plusieurs raisons. D'une part, car on a un outil de suivi qui nous permet d'identifier quels sont les sites les plus consommateurs et sur lesquels il faut prioriser pour répondre aux décrets tertiaires, mais également parce que nous réalisons d'autres types d'audits, donc des audits avec des mesures électriques. Donc, on vient installer des boîtiers de mesure pour avoir exactement une cartographie de vos consommations et savoir quels sont les postes énergétiques importants. Et donc, par exemple, savoir si c'est votre ventilation qui est en dérive et sur lesquelles il faut agir en priorité. Est-ce qu'un bâtiment ancien mais rénové après 2010 peut suivre un objectif en valeur absolue? Tout à fait. Alors, par rapport à cette question, il faut savoir qu'il n'y a pas d'objectif à choisir. Lorsque vous allez déclarer vos consommations, eh bien, vous allez pouvoir savoir quel est votre objectif en valeur relative et en valeur absolue. Dès lors que l'un des deux objectifs a été atteint, vous avez répondu au décret tertiaire. Ça n'empêche pas derrière de toujours vouloir aller plus loin et réaliser plus d'économies d'énergie. Mais oui, il est bien possible qu'un bâtiment ancien et rénové puisse répondre en valeur absolue. Pour les surfaces inférieures à 1000 m², que doit-on déclarer? Alors, pour cette question-là, sachez que si vous êtes le seul locataire et que vous avez moins de 1000 m², vous n'êtes pas soumis au décret tertiaire. Par contre, si vous êtes colocataire avec d'autres entreprises, en tout cas d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont une activité tertiaire, dans ce cas-là, la déclaration, c'est le premier cas de figure que nous avons vu, avec cette fameuse déclaration des consommations individuelles et des parties communes et des consommations réparties. Et donc, pour ça, il faut échanger avec votre bailleur. Alors, j'ai une question par rapport à un combustible gaz qui aujourd'hui n'est pas présent sur la plateforme Opera. Donc, le facteur de conversion n'est pas le même que pour le butane ou que pour le gaz existant. La question, c'est comment rentrer ces consommations de gaz. Pour tous ces cas-là, il est possible de faire une demande à l'ADEME avec un dossier consolidé, bien évidemment, pour déclarer des énergies qui ne sont pas présentes aujourd'hui dans la plateforme Opera, pour vous mettre d'accord avec eux sur comment les déclarer et quels sont les facteurs de conversion qui vont être pris en considération. Donc, c'est un dossier à monter avec eux pour pouvoir le prendre en considération. Bonjour, un plateau de bureau de 800 m² détenu dans une copropriété dont la superficie totale est supérieure à 1000, est-il soumis au décret tertiaire? Oui. Et si oui, qui déclare? Le syndic pour l'ensemble des copropriétaires? Alors ça dépend. Ça, c'est à vous de voir avec votre syndic s'il réalise déjà, s'il souhaite vous accompagner, s'il a mis en place un accompagnement pour le faire. Autrement, s'il n'a rien fait, dans tous les cas, le locataire doit déclarer ses consommations et par conséquent, vous êtes soumis à cette déclaration. Comme je l'expliquais juste auparavant, dans tous les cas, le locataire a des déclarations de consommation à effectuer. La question est de savoir où est-ce qu'il va aller collecter l'information, auprès de son propriétaire ou directement auprès de son point de livraison. Tac, tac, tac. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont en lien avec Citron, mais pas avec le décret tertiaire. Donc, Christophe, je vous invite à nous envoyer ce mail en parallèle pour qu'on puisse vous y répondre. Je le rappelle, le support sera envoyé par mail en PDF également
le webinaire sera disponible en replay dans un même site. Très bonne question. Deux possibilités. Soit vous souhaitez déclarer chacun des lots comme une EFA, pardon. Ça, c'est un échange que vous pouvez avoir avec votre propriétaire quant à savoir si vous déclarez une EFA ou plusieurs pour chacun des lots que vous occupez. Sommes-nous obligés de déclarer les consommations 2020 et 2021, sachant qu'on pourra avoir que les données pour 2022? Alors, normalement, vous êtes censé pouvoir être en capacité de récupérer les consommations de 2020 et 2021, car c'est obligatoire aujourd'hui de stocker ces consommations sur une période donnée. Aujourd'hui, Citron réalise également des demandes auprès des différents fournisseurs pour pouvoir collecter un historique le plus important possible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir soit se rapprocher de votre comptabilité, soit d'un expert tel que Citron pour collecter un historique plus important. Quid d'un arrêté d'application pour les data centers? Eh bien, pour cette partie-là, on va devoir attendre probablement le mois de juillet pour connaître les objectifs. Rien n'empêche de déclarer l'ensemble des autres informations à collecter, donc que ce soit la structure, les établissements, les EFA et également les consommations. Simplement, pour définir les objectifs, nous allons devoir attendre quelques semaines. Que se passe-t-il si le bailleur et le preneur ne tombent pas d'accord sur une référence? Eh bien, pour le coup, il faut tomber d'accord. Il faut tomber d'accord. Chacune des EFA peut déclarer son année de référence. Donc, le locataire est en droit de déclarer sa consommation de référence. Comment doivent être traités les locaux vacants dans la plateforme Opera? Vous pouvez indiquer si ces locaux sont vacants. Donc, vous pouvez créer votre structure, votre établissement, votre EFA et indiquer qu'il est vacant. Et d'ailleurs, c'est également possible directement sur le fichier CSV en question qui pourra vous être communiqué par Citron dans le cadre où vous souhaitiez être accompagné. Quand aurons-nous les objectifs? Alors, l'arrêté de valeur absolue 2 était prévu au mois de février. Il est en discussion, on est encore en attente dessus. On a un échange prochainement avec l'ADEME à ce sujet-là. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui. Pourriez-vous me confirmer que les immeubles en cours de construction sont également soumis au décret tertiaire, y compris ceux qui seraient construits en 2029, par exemple? Tout à fait. Alors, tout bâtiment tertiaire va être soumis au décret tertiaire, à savoir qu'un site qui va être construit en 2029 sera ultra performant. Et donc, la seule attention qu'il faudra avoir, c'est par rapport à l'exploitation, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y ait pas de consommation lors des périodes d'occupation, par exemple, pour éviter de surconsommer alors que les équipements et que la thermique du bâtiment est performante. Qu'est-ce qu'un IU? Indicateur d'intensité d'usage, donc par exemple le nombre d'heures ouvrées d'un bâtiment. Doit-on obligatoirement avoir un compte sous Citron pour déclarer sous la plateforme Opera? Pas du tout. Vous pouvez vous connecter d'ores et déjà sur la plateforme Opera. La plateforme Citron, ça permet de collecter, d'automatiser en fait toute la collecte énergétique et bâtimentaire de vos bâtiments, de les stocker et par la suite pouvoir déclarer automatiquement sur Opera. C'est particulièrement intéressant lorsque vous avez un parc immobilier un peu conséquent ou divers fournisseurs plutôt qu'aller prendre chacune des factures d'électricité, de gaz, des réseaux de chaleur, de réseaux de froid. Et bien l'idée, c'est de tout collecter automatiquement et de pouvoir automatiser cette déclaration, car vous en avez pour 28 ans. Nous sommes une industrie, nous louons un bâtiment de stockage par 1000 m². Nous sommes soumis, tout à fait. Le stockage est considéré comme tertiaire, car il n'y a ni transformation ni extraction de matières premières, et donc est soumis au décret tertiaire. Je suis désolé, mais plus je descends, plus j'ai des questions qui arrivent. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu, histoire d'attaquer peut-être les questions liées aux données à collecter. Tac, tac, tac. Dans le cas d'un bâtiment multi-occupant avec un seul PDL, comment répartir les consommations? Eh bien, c'est le deuxième cas de figure. Donc, c'est au bailleur de pouvoir réaliser cette répartition des consommations par rapport à une donnée surfacique. Alors, certains demandent le coût d'un accompagnement. Ça dépend énormément de quel type d'accompagnement vous souhaitez. Ça dépend également de la volumétrie de votre parc, de combien de sites sont assujettis.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Nathan ou moi, pour qu'on puisse vous diriger vers des personnes en capacité de vous répondre. La plateforme Opera sera-t-elle opérationnelle au 30-09-2022 pour déclarer les consommations? Oui, vous pouvez déclarer vos consommations dès aujourd'hui. Alors, il est 52. On se donne encore 8 minutes pour répondre aux questions-réponses. Après, malheureusement, je vais devoir vaquer à mes occupations. Donc, l'idée, ça serait bien évidemment que vous gardiez votre question. N'hésitez pas à nous les envoyer, soit directement sur Citron dans la fiche contact, soit sur les mails que vous voyez ici. Vous aurez la présentation en PDF. Qui peut déclarer Opera dans le cas général? Je ne sais pas ce que vous appelez cas général. Comme vous l'avez vu, le locataire doit déclarer son entité fonctionnelle et ses consommations. Donc, par la suite, il peut être accompagné par son propriétaire qui a mis en place une solution de déclaration. Aujourd'hui, on accompagne des bailleurs qui souhaitent proposer cette solution à leur locataire. Et donc, le bailleur est mandaté par le locataire pour réaliser la déclaration. Alors, comment faire quand on n'a pas des données très précises de la surface de plancher de nos bâtiments? Eh bien, dans ce cas-là, c'est tourner vers le bailleur si vous êtes locataire. Autrement, vous devez avoir l'information lors de l'achat du bien. Nous sommes occupants propriétaires avec 3 compteurs de gaz sur la même parcelle. Comment fait-on? Alors, tout dépend. Dans tous les cas, vous allez devoir déclarer la somme des consommations de gaz. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment sont utilisés ces points de livraison, ces compteurs gaz. Est-ce qu'ils sont tous à des fins de chauffage? Est-ce qu'ils sont pour certains à des fins de chauffage, d'autres à des fins de cuisine, par exemple? Dans ce cas-là, ça ne sera pas pas le même traitement dans l'analyse. Donc, dans la déclaration, ce sera pareil. Simplement, dans l'analyse, il y aura une différence. Bonjour, dans le cas d'un bâtiment en copropriété ou en indivision, où je suis propriétaire du rez-de-chaussée, ou avec mon locataire, nous avons atteint nos objectifs de réduction pour le plateau dont je suis propriétaire, est-ce que je peux être pénalisé si l'occupant du premier étage n'a pas atteint son objectif? Alors, les objectifs seront définis par EFA et par établissement. Donc, à ce moment-là, eh bien, voir avec le bailleur pour alors, oui, voir avec le bailleur ou lors d'une assemblée pour définir toute cette partie-là. On rejoint un peu les cas de tension qu'il peut y avoir entre propriétaire et locataire quant à qui finance quoi. Dans ce cas, le plus intéressant, c'est voilà, de pouvoir mettre tout ça au clair, soit par lettre avec accusé de réception indiquant que vous avez fait votre part du travail et qu'il reste ce travail à réaliser par votre colocataire. Qui est responsable si un locataire ne réalise pas de déclaration sous opérate? Alors ça, pour le coup, ça rejoint un petit peu la question précédente, le propriétaire ou le locataire. Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut se mettre d'accord. Il y a différentes solutions pour collecter la donnée énergétique. Si le locataire ne souhaite pas réaliser la déclaration, peut-être que le propriétaire peut lui proposer un accompagnement pour récupérer ces données et prendre à charge cette partie-là qu'il refacturera dans les charges, par exemple. Il y a des solutions pour répondre à ces cas spécifiques. Alors, c'est quoi le préfixe? Eh bien, c'est une petite information qui n'est pas facile à trouver. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous indiquerai où ça se situe pour la parcelle cadastrale. Connaît-il les bâtiments? Donc, je vois quelques questions qui reviennent régulièrement sur l'IUB. Du coup, le numéro IUB n'est pas commun à tous les EFA du bâtiment, non, car on s'intéresse au numéro de lot. Et justement, s'il y a un lot qui change de locataire, eh bien, le reste des locataires gardera chacun son IUB et simplement le lot qui a changé de locataire va être amené à évoluer. À quoi servent les déclarations de date de début et de fin d'activité sur Opera? Justement, pour pouvoir déclarer une consommation qui n'est pas sur une année du 1er janvier au 31 décembre, mais du 1er février au 31 janvier, par exemple. Mon client souhaite installer un système de climatisation en 2023. Les consommations apportées par ce système viendront en plus
que devons-nous faire en termes de déclaration? Eh bien, vous devrez déclarer ces consommations et par conséquent, ça va vous augmenter votre année de référence et donc vous allez avoir un objectif plus important et donc plus d'actions de performance énergétique à atteindre. À savoir que dans ces cas-là, souvent les investissements nécessaires sont plus importants, mais sachez que les ambitions du décret tertiaire sont toujours atteignables, en tout cas pour la grande majorité du parc immobilier français. Oui, ces changements d'occupation ou d'activité, je vous l'ai indiqué, donc c'est lors de la déclaration que vous allez pouvoir changer votre activité, votre FA, etc. Je suis mandataire, j'ai créé mon compte Opéra, je ne vois pas les infos de mon mandant. Est-ce que cela signifie que mon client n'a pas autorisé mon compte? Alors oui, quand on est mandataire, le responsable légal de la structure assujettie doit valider le compte du mandaté. Alors, est-il possible de revoir les webinaires précédents? Bien évidemment, vous pouvez aller sur YouTube, Citron by GADS, et vous allez retrouver l'ensemble des webinaires que nous avons pu réaliser depuis maintenant 2 ans sur le sujet du décret tertiaire, que ce soit de manière très macro, de manière très précise, les financements, les grandes étapes, quels sont les accompagnements proposés. Vraiment, vous allez retrouver un bon nombre de webinaires à ce sujet. Si déménagement, nouveau SIRET, donc nouvelle EFA, comment rattacher l'ancienne? Eh bien, en fait, il faut considérer que le décret tertiaire vise site par site. Et donc, en cas de déménagement, vous repartez avec de nouveaux objectifs en fonction de votre nouvelle EFA. Alors, pour simple rappel, les sanctions, elles sont financières et liées à l'image et par rapport à la valorisation du bien. Donc, là-dessus, vous avez également un webinaire qui le retrace. Les locaux vacants, nanana, on en a parlé. Les surfaces à considérer sont les surfaces de plancher. Dans un bâtiment de 1000 m², un locataire occupant une surface de 200 m² doit-il faire une déclaration? Oui, on est dans le premier cas d'assujettissement. Et je vais essayer de prendre une dernière question. On a dépassé les 150 questions lors de ce webinaire. Je fais appel à certains de mes collègues pour pouvoir répondre à l'ensemble par la suite de ce que vous pourrez nous envoyer. A-t-on une idée de la date de sortie de l'arrêté? Comme vous expliquez, on l'attendait pour février. Donc, certaines questions, on a pu y répondre soit dans la FAQ présente sur le site de Citron, donc citron.io, soit lors de précédents webinaires. Donc, je vous invite à vous y pencher. Quel est le process de création d'un mandataire pour faire la déclaration à ma place? Eh bien, c'est le mandataire qui, par exemple, ça va être Citron qui va faire une demande par rapport à votre numéro de sirène, comme quoi il a été mandaté par l'entreprise. Il pourra mettre le mandat à ce niveau-là pour dire, voilà, j'ai la preuve, je suis mandaté, j'ai le mandat par Monsieur X ou Madame Y pour déclarer les consommations au nom de l'entreprise. Et je vais prendre la toute dernière question qui est parue. Comment se passe la déclaration pour une collectivité d'un bâtiment dont elle est propriétaire, mais que l'exploitation du bâtiment est en régie? Alors, si la régie, on est régie d'énergie, de la même manière, il est possible de collecter la donnée énergétique de cette régie et donc la déclarer. De manière globale, on revient dans un des cas qui a été présenté, comme quoi il y a un monolocataire pour un propriétaire. Et donc, le locataire va devoir récupérer certaines informations auprès du propriétaire et par la suite les déclarer sur la plateforme Opéra. Alors, je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à l'ensemble des questions. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter là. J'espère avoir quand même répondu à un maximum de vos questions, que ce soit pendant la présentation ou suite à cette présentation lors des questions et réponses. Je sais qu'il y a encore nombre de questions à aborder. Tout n'est pas encore très clair. On a encore quelques mois pour se préparer, que ce soit de votre côté, de notre côté, pour accompagner au mieux nos clients.
On a également besoin de ces fameux arrêtés pour définir les objectifs. Donc, on est bien avancé sur toute la partie déclaration, création des comptes. Il nous reste justement ces derniers points à aborder. Je vous remercie pour vos messages de remerciements également qui sont nombreux. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir une vision macro et micro sur certains points un peu délicats pour pouvoir vous y répondre. Par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez ce support par mail. Vous aurez accès au replay d'ici, on peut imaginer demain, début de semaine prochaine au maximum, pour pouvoir revoir l'ensemble des informations qui ont été communiquées. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et j'espère pouvoir échanger très rapidement avec vous. À bientôt.